17 colliers royaux britanniques, source de querelles familiales. Depuis des siècles, les joyaux royaux sont bien plus que de simples ornements. Ils incarnent le pouvoir, le statut, la loyauté et parfois même la rivalité au cœur de la plus célèbre des familles. Derrière les portes closes des palais, ces héritages ont allumé des débats, attisé des rancœurs et révélé les liens complexes entre reines, consortes et princesses. Certaines pièces étaient considérées comme trop sacrées pour être partagées. D'autres sont devenues des sujets de controverse lorsqu'elles étaient portées de façon inattendue. Et quelques-unes ont même nourri des tensions qui ont traversé les générations. Chaque collier raconte une histoire secrète sur les luttes de pouvoir au sein de la monarchie britannique. Parmi eux se trouvent des pièces si jalousement gardées qu'elles furent même refusées aux reines. Des bijoux dont l'éclat dissimule des histoires de rivalité, de ressentiment et de puissance royale. Le collier du Nizam d'Hyderabad. Ce chef-d'œuvre de quartier, offert à la reine Elisabeth II pour son mariage, est devenu un trésor de la collection royale. Ayant été choisi en personne par la jeune princesse, le collier du Nizam d'Hyderabad lui tenait profondément à cœur et était vu comme son favori, car nul autre ne l'a jamais porté. Pendant des décennies, la reine Elisabeth II a refusé de prêter ce collier, ni à la princesse Margaret, ni à Diana, le réservant aux événements les plus prestigieux. La controverse a cependant éclaté lorsque les jeunes princesses l'ont arboré lors d'événements majeurs, beaucoup y voyant le symbole ultime du glamour royal contemporain. La tension est montée d'un cran lorsque la princesse Catherine a porté le collier pour la première fois. Pourquoi cette question était-elle si délicate? Car le collier du Nizam est l'un des joyaux les plus précieux et les mieux gardés du trésor royal. Considéré comme trop personnel et historique pour être jamais partagé, son poids sentimental venait non seulement de son choix par la reine, mais aussi de sa valeur historique inestimable. Dans les cercles royaux, beaucoup le jugeaient trop intimement lié à la défunte reine pour être prêté si rapidement et si librement. Alors, lorsque la princesse Catherine est apparue avec le collier au gala de 2014, à peine 3 ans après son mariage, la surprise et le débat ont agité les observateurs royaux, les experts en joaillerie, et même certains membres de la famille. Il était jugé trop sacré pour être confié si tôt à une nouvelle venue, laissant imaginer que la princesse Margaret l'avait peut-être convoité. Et s'était vu opposer un refus, bien que le style du collier fût audacieux comme le sien. La rivière de perles et de diamants de la reine Marie. Ce collier exquis et historique aurait dû, de l'avis général, être réservé à la princesse Margaret pour les grandes occasions d'État, plutôt que pour des soirées plus mondaines. Les joyaux associés à la reine Marie revêtaient un immense poids historique. C'étaient des trésors de famille traditionnellement arborés pour les grands portraits, les couronnements et les cérémonies officielles. Alternant diamants certiclos et perles rondes et lumineuses, la rivière de la reine Marie fut léguée à sa petite-fille, la princesse Margaret, qui en fit grand usage. Pourtant, son attitude envers un tel héritage a rapidement fait froncer les sourcils. Les membres aînés de la famille et les courtisans estimaient qu'elle le portait bien trop souvent lors de soirées privées, lors de bals mondains étincelants, et même durant de simples événements publics, des cadres qu'ils jugeaient bien trop futiles pour un joyau d'une telle lignée et d'une telle importance. En l'exhibant dans des contextes aussi ordinaires, soutenait-il, Margaret risquait de ternir son prestige et de métamorphoser un trésor historique en un objet presque banal. D'où venait cette controverse? Contrairement à sa sœur, la reine Elisabeth II, qui voyait les bijoux comme un symbole solennel du devoir et de l'État, Margaret considérait la rivière comme le prolongement de sa personnalité audacieuse et glamour. Les courtisans murmuraient qu'elle le portait trop souvent, de manière trop désinvolte. Et c'est ce qui a nourri la polémique. Une pièce autrefois associée au pouvoir royal, à l'héritage et à la tradition, servait soudain de déclaration de mode. Pour beaucoup au sein de la famille, c'était le signe que Margaret brouillait la frontière entre patrimoine royal et plaisir personnel, ce qui ajoutait une nouvelle source de discorde à sa relation déjà complexe avec la monarchie. Cela a ajouté une source de tension supplémentaire à sa relation déjà complexe avec la monarchie. Le ras de cou aux émeraudes du délit d'Urbar. La passion de Diana pour les colliers poussa la reine Elisabeth II à lui confier l'historique ras de cou délit d'Urbar, invisible depuis près de 70 ans. Un cadeau qui marqua bientôt l'un des premiers heurts entre l'individualité de Diana et la couronne. C'était un geste destiné à honorer la tradition et à offrir à Diana une part de l'histoire royale apportée avec fierté. Mais la suite des événements a transformé ce cadeau bienveillant en un moment de tension royale feutrée. Lors d'une visite à Melbourne en 1985, Diana fit une apparition mémorable, portant le collier non pas autour du cou, mais enroulé sur son front tel un bandeau, alors qu'elle dansait avec le prince Charles. Selon la biographe royale Kitty Kelly, il ne s'agissait pas d'un plan de mode audacieux. Le collier ne passait tout simplement pas au-dessus de son nez. Elle décida donc d'improviser et de le garder sur sa tête pour la soirée.
La presse a adoré. Le public a qualifié son geste d'audacieux et de moderne. Mais derrière les murs du palais, le son de cloche était bien différent. La reine, qui considérait ce bijou comme un héritage symbolique devant être porté avec respect, aurait été profondément irritée, voire furieuse, de ce choix. Ce qu'elle y a vu n'était pas de l'innovation, mais un manque de respect. Pour elle, un joyau si intimement lié à la lignée royale n'était pas un accessoire de mode à réinventer. C'était un morceau d'histoire vivante, destiné à être porté comme un symbole de devoir et de continuité. Cette seule décision, espiègle et spontanée pour Diana, provocatrice et inappropriée pour la reine, créa un courant glacial dans leur relation. On raconte que la reine a directement exprimé son mécontentement, déçue que Diana ait transformé un joyau de la couronne en ce qui s'apparentait à une expérience de mode. Certains au palais ont même qualifié ce moment d'insultant pour la mémoire de la reine Marie, et il semblerait que Diana n'ait plus jamais porté le collier en bandeau. Le collier feston en diamant Greville. Le magnifique collier feston Greville comptait parmi les biens les plus précieux de la reine-mère, une pièce éblouissante issue du célèbre legs Greville, qu'elle a toujours considéré comme sa collection personnelle, composée de 5 rangs de diamants montés sur platine, dont les 2 plus longs furent créés par Cartier pour Madame Greville en 1929. Et à la différence de nombreuses pièces royales, celui-ci était gardé avec une jalousie féroce. La reine-mère le quittait rarement des yeux, l'arborant très souvent sa vie durant, se montrant inflexible sur son pré, même envers ses propres filles. Cette possessivité vis-à-vis des joyaux Greville a notoirement provoqué l'un des moments les plus tendus entre elle et la princesse Margaret. Réputée pour son glamour et son esprit rebelle, Margaret raffolait des bijoux spectaculaires. Elle était convaincue que cette pièce sublime aurait été parfaite pour ses tournées et obligations officielles, qu'elle a menées dans les années 60 et 70. Elle a sollicité le collier à de multiples reprises, surtout après son mariage, représentant la couronne à l'étranger, mais la reine-mère opposa un refus catégorique à chaque fois. Comme le note Hugo Vickers dans la biographie officielle La reine-mère, Margaret avait espéré arborer ce collier feston à l'apogée de sa vie publique. Mais sa mère avait une toute autre vision. Elle estimait que certains joyaux, surtout d'une telle importance, devaient être l'apanage exclusif des personnes les plus proches du trône, les décrivant comme des pièces pour les reines à venir. Bien que n'appartenant pas légalement aux joyaux de la couronne, la tradition leur conférait ce statut, et la reine-mère était absolument déterminée à ce qu'ils reviennent à la reine Élisabeth II, puis aux futures reines, comme Camilla. Le pendentif d'émeraude et de diamants de la princesse Diana. Peu de joyaux royaux portent une telle charge émotionnelle ou suscitent une telle controverse que cet historique collier de diamants et d'émeraude, offert en cadeau par la reine Alexandra en 1863. La reine-mère l'offrit à Diana en 1981 pour son mariage. Un cadeau qu'elle chérissait profondément, le portant en pendentif à plusieurs reprises, notamment lors d'un gala somptueux au Burgtheater de Vienne, durant sa visite d'État en Autriche en 1986. L'étonnement et l'indignation furent immenses lorsqu'il réapparut des années plus tard, porté par la reine Camilla. Et plus encore, quand elle choisit de le transformer en broche. La raison pour laquelle la duchesse Camilla a modifié des bijoux si chers à la princesse Diana demeure intimement liée à son héritage, expliquant pourquoi leur transformation a tant choqué. Pour beaucoup, retoucher une de ces pièces s'apparentait à une véritable insulte. Comment un bijou si personnellement lié à Diana, porté lors de moments clés de sa vie royale, pouvait-il être redessiné et réutilisé par quelqu'un qui, disposant d'innombrables trésors, aurait pu aisément choisir une autre pièce? Était-ce une audacieuse tentative de modernisation ou un mépris flagrant pour la mémoire de Diana et la sensibilité royale? La décision de retoucher un tel héritage a provoqué une vive frustration au sein du palais. Même hors du palais, la réaction du public fut virulente. Des admirateurs indignés ont inondé les réseaux sociaux de critiques, qualifiant le geste d'irrespectueux et s'interrogeant: comment a-t-elle osé? N'aurait-il pas dû revenir à William et Harry? Le mécontentement gagna la famille royale elle-même. De nombreux initiés étaient furieux qu'un bijou si lié à Diana ait même été prêté, et encore plus outrés qu'il ait été modifié pour convenir au goût d'une autre, transformé en broche, dans un geste perçu comme une tentative d'imposer sa marque sur une pièce qu'il ne lui appartenait pas de changer. Le collier d'émeraude Greville. Et si je vous disais qu'un collier royal était férocement protégé, gardé si jalousement que même une reine en titre ne pouvait l'effleurer? Absolument, et il s'agissait du mythique collier d'émeraude Greville, un joyau qui a discrètement nourri des rivalités au sein du palais. La reine-mère protégeait farouchement les joyaux Greville, les arborant elle-même et refusant catégoriquement de les prêter.
pas même à sa propre fille, la reine Élisabeth II. Selon l'historien Hugo Vickers, elle vénérait ses bijoux et n'entendait pas y renoncer sous prétexte que sa fille était reine. Et c'est précisément ce qui advint. Même après son accession au trône en 1952, ses joyaux restèrent sous la garde de sa mère. De même qu'elle gardait ses rubis, elle refusa de se défaire des émeraudes Greville. Ce collier, que la reine-mère chérissait particulièrement, devint un symbole discret de pouvoir au sein de la famille royale. On raconte que sa mainmise sur la collection attisait des tensions latentes, d'autant que la tradition voulait que les joyaux reviennent au nouveau souverain, dès son accession au trône. Pourtant, le collier d'émeraude Greville ne fut jamais accessible à Élisabeth II. La parure demeura dans la collection privée de la reine-mère jusqu'à sa mort en 2002, soit 50 longues années après l'accession au trône de sa fille. La reine en a-t-elle gardé rancune ? Certains initiés le suggèrent. Élisabeth n'a jamais porté ce collier, signe peut-être de sa frustration face au refus de sa mère. Fait intriguant, la reine porta une autre pièce, supposée appartenir à la parure Greville. 77 ans plus tard, lors d'une réception à Buckingham en 2019, une pièce différente de celle qu'elle avait tant convoitée. Son apparition fut interprétée par certains comme un geste symbolique et subtil. Le signe que la reine avait depuis longtemps tourné la page sur, ce joyau que sa mère lui avait autrefois refusé. Le collier de mariage de la reine Alexandra. À qui revient un tel joyau ? À la couronne ou à la famille ? Où se situe la frontière entre patrimoine et propriété privée ? C'est un débat qui persiste discrètement dans les coulisses du palais. Et rien n'illustre mieux cette tension que la parure de mariage de la reine Alexandra. Ce somptueux collier de diamants et perles offert à Alexandra pour son mariage, avec le futur roi Édouard VII en 1863, était bien plus qu'un simple bijou. Son sort a rapidement engendré des tensions familiales. S'agissait-il d'un cadeau privé destiné à ses descendants directs, ou bien son histoire et son symbolisme l'avaient-ils transformé en joyau de la couronne, propriété du souverain régnant? La question a déclenché murmures, débats et luttes d'influence au sein de la famille. Certains soutenaient qu'il devait rester un trésor national dans la lignée du monarque. D'autres le voyaient comme un héritage personnel revenant à la lignée d'Alexandra. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner pour d'autres récits sur les joyaux de la couronne.